tac 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 à la tac 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 tac, Libre Radio, la radio qui claque, la radio qui contre l'Empire contre-attaque. Nous allons parler en compagnie d'Aurélie Trouvé. Bonjour à toi Aurélie. Bonjour. Bonjour. Merci déjà de ton temps pour répondre à ces petites questions. Donc nous allons parler du G7 qui va avoir lieu donc à Biarritz du 24 au 26 août, donc tout soudain. Et ce G7, du coup, va produire un contre-sommet qui aura lieu, dont l'organisation a déjà cours et dont l'installation va débuter, si j'ai bien compris, le 19, c'est-à-dire dès demain. Exactement. Alors, peut-être qu'en quelques mots, je fixerai quelques jalons concernant le G7. Donc, le G7, c'est le groupe des 7 qui est né en 75. C'est un partenariat économique des 7 pays industrialisés autoproclamés les grandes puissances. C'est l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Ça a été d'abord le G5, le G6, le G7. Ça a été même le G8 lorsque la Russie y siégeait pour son influence politique. Elle a été retirée en 2017 après sa suspension en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée. On va encore préciser que l'Union européenne y est partie prenante par la présence des présidents du Conseil et de la Commission. C'est important de le dire. La Commission, c'est les 28 commissaires, un par État membre. Et c'est elle qui négocie les traités internationaux, CETA, TISA, tous ces traités mortifères-là. C'est également la Commission qui est inclue dans la Troïka. La Troïka, ça nous rappelle la Grèce. Lorsque le FMI, la Banque centrale et donc la Commission ont imposé ces politiques d'austérité. Et le Conseil des ministres de l'Union européenne, ça ce sont les 28 États, c'est le pouvoir exécutif qui a cours et dont les pays membres ont des différents poids de vote. Notamment la France en a 29 comme l'Allemagne et il y en a par exemple 3 pour Malte. Voilà, et à l'intérieur du Conseil des ministres, là ce sont des commissions, des conseils qui siègent et qui traitent des sujets spécifiques, et il faut savoir qu'ils n'ont pas la même importance, sachant que par exemple, selon les secteurs d'intérêt, le Conseil des ministres de l'environnement n'a pas la même mesure que celui pour les affaires économiques, par exemple. Ces deux conseils siègent donc à Bruxelles. Alors, chaque année, donc depuis 1975, des agapes annuelles se tiennent dans un des pays membres du G7, qui opèrent de petits calculs et des accords sous couvert qui visent à façonner le monde dans le sens de l'économie ultralibérale, en effaçant tout obstacle et toute contradiction opérationnelle avec ces politiques-là. Alors cet été, le Grand Raoult se tiendra, comme on l'a dit, du 24 au 26 août à Biarritz, en Euskadi, au Pays Basque, sauf qu'ils n'y seront pas seuls. Vous organisez un contre-sommet. Alors, voudrais-tu nous dire quelques jalons de ce contre-sommet? Donc, on l'a dit, du 19 au 20 août, il y a l'installation du camp alternatif, et puis ensuite, le sommet des alternatives. Oui, le 21, 22, 23 août, nous allons organiser plus d'une centaine de conférences, débats, ateliers autour de 7 grandes revendications face au G7 et à ces 7 pyromanes de la planète. Nous, on a 7 grandes revendications qui vont structurer les différentes conférences, débats, etc. Par exemple, dépasser le capitalisme et lutter contre l'hégémonie des multinationales, lutter pour les droits des migrants et un accueil digne, une installation digne, etc. Donc 3 jours de conférences qui sont très importantes pour nous parce que on considère, nous, qu'on n'a pas une seule solution. On a des alternatives aujourd'hui, des résistances et des alternatives, et que on a besoin de discuter entre nous et avec les militants qui seront présents, et qu'on a on a des alternatives pour dessiner un autre monde face à ce monde ultralibéral et répressif, sécuritaire et xénophobe que nous dessinent par contre ces 7 chefs d'État. Donc 3 jours de conférences débat sur Hendaye, Irun et Irun. Voilà, puis le 24 août, une grande manifestation qu'on espère la plus familiale, populaire, massive possible, à 11h, donc le 24 août sur Hendaye. Et puis le 25 août, une occupation pacifique de place publique pour dénoncer aussi la restriction des libertés du droit à manifester autour de Biarritz-Bayonne, puisqu'on a aujourd'hui un G7 bunkérisé avec un dispositif, un arsenal policier hallucinant, et c'est un G7 totalement hors sol qui a fait totalement fi de la population et des mouvements basques présents. Et nous, face à ça, on organise un contre G7 ancré dans le territoire, qu'on a construit complètement avec les mouvements sociaux basques
et en prenant en compte les dynamiques sociales et culturelles de ce territoire. D'accord. Alors effectivement, il y a d'une certaine manière les vices essentiels que provoque ce G7, donc en termes de rapports de domination et de rapports capitalistes marchands, et également tous ces vices de forme, j'ai envie de dire, de fonctionnement qui auront lieu en fait dans la ville de Biarritz même. Oui. Alors de quelle manière est-ce que toutes ces conférences vont se tenir? Parce que si j'ai bien compris, ce sera donc à Hendaye et à Irun, donc dans les pourtours de la ville de Biarritz. Tout à fait. Donc dans le lieu principal, ce sera au FICOBA, au centre des congrès, et puis aussi dans une des écoles et un cinéma d'Hendaye. Comment ça va se tenir? Moi, je crois que le plus important, c'est de dire qu'il y a une très 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 grande diversité de représentants et de militants présents et qui vont intervenir. Il y a plus de 200 intervenants du monde associatif, culturel, syndical et politique, à la fois basque, français et international. Et ce qui nous semble super riche aussi, c'est d'avoir dans des conférences en dialogue des mouvements basques, des mouvements français et des mouvements internationaux. Et c'est en ça qu'on est un contre G7 ancré dans le territoire, qui prend en compte le fait que dans ce territoire basque, il y a aujourd'hui des alternatives au système qui est imposé par ces 7 chefs d'État, et qu'on vient aussi discuter et nous enrichir de ces expériences du Pays basque. Oui, on sait que à chaque année, il y a eu à peu près chaque année des heurts. Alors qu'en est-il cette fois-ci? Est-ce que l'on peut parler d'une ville de Biarritz en siège finalement, avec une présence policière ou militaire extrêmement prégnante? Oui, alors évidemment, nous on craint le plus, ce sont les violences policières, vu ce qui s'est passé cette année en France en tout cas, puisqu'on a vécu il y avait des dizaines de milliers d'arrestations. On a eu des dizaines de mutilés avec un œil ou une main en moins, donc un contexte très particulier en France d'ultra répression et une situation de pire en pire de non-respect du droit de manifester en France. Faut quand même, on en est là. Et en même temps, moi je suis très confiante parce que de notre côté, on a mis en place toutes les conditions pour que ça se passe de façon pacifique, déterminée mais pacifique, nos mobilisations. On a un consensus d'action publique qui est très clair, c'est qu'on souhaite pas participer à l'escalade de la violence qui serait orchestrée par les forces policières. Nous ne souhaitons pas être répondre par la confrontation. Nous souhaitons vraiment des mobilisations non violentes. Et je crois que ce sera respecté sur Hendaye, Irun, Urugne, c'est-à-dire les mobilisations que l'on porte au contre-sommet, que les 50 organisations basques et françaises portent. Je crois que ça sera respecté. Et de la même façon sur la manifestation et l'occupation pacifique de places publiques. Voilà. Et maintenant, la balle, elle est dans le camp des forces de l'État. C'est-à-dire, est-ce que l'État veut montrer devant les caméras du monde ce qu'il a montré toute l'année dans la violation des droits de manifestants? Ou est-ce qu'il veut montrer qu'ici en France, il y a quand même un certain respect du droit de manifester. Et ça, je vous dis, la balle est dans le camp des forces de l'ordre et de l'État. Oui. Alors, quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà que le programme est disponible. Moi, j'ai 2 adresses que tu confirmerais ou que tu amenderais. C'est www.alternative-G7, alternative au pluriel, g7.org et également g7es.eus. Voilà. Donc G7es, tout à fait, parce qu'il faut, je disais, on a une plateforme aussi basque, d'une 50aine d'organisations basques qui s'appelle G7es, G7 non. Et et la plateforme hexagonale, des organisations sociales. Et en fait, on a construit tout ça ensemble. Et c'est ça qui va rendre aussi ce contre-sommet, je pense, extrêmement riche, quoi. Tout est une co-construction entre basques et non-basques. Oui. Et je pense que ça se verra, ça se ressentira dans ce contre-sommet. Et ceux qui vont venir vont trouver un lieu très ouvert, dynamique, qui prend en compte les réalités du territoire, à l'inverse totalement du G7, en fait. Oui. Et nous, on veut vraiment que ce soit un lieu, comme disent les Basques, Angi et Tori, bienvenue et un lieu ouvert, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, vous avez produit déjà plusieurs communiqués qui justement reviennent sur les valeurs de pacifisme offensif, pourrait-on dire, qui vous habitent. Ouais. Et puis non seulement le programme, bien entendu, mais d'une certaine manière les valeurs qui, elles, vous habitent et que vous avez envie de promouvoir au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Exactement, ce qui ne nous empêche pas de pratiquer la désobéissance civile. Ça sera le cas le 25, dans l'occupation des places publiques. Mais va y avoir aussi tout un tas d'ateliers de formation à la désobéissance civile pendant le contre G7. Voilà. Oui, pardon. Oui, non, mais c'est bon. Ouais. Alors, quel est l'état d'esprit de la population actuellement à Biarritz et dans les pourtours, justement, là où vous êtes et où vous êtes en train d'organiser les fêtes? Est-ce qu'on sent une tension? L'immense majorité de la population basque, là, il y a des sondages et puis on le fait ici. L'immense majorité de la population basque est extrêmement énervée, indignée par la façon dont se prépare ce G7. Il y a une privatisation de la côte publique basque. Il y a vraiment un dispositif ahurissant militaire et policier avec une instrumentalisation de la peur dans la population. Donc oui, il y a un rejet aujourd'hui de la population basque qui n'a jamais été concerté pour que ce G7 se tienne. Et puis par ailleurs, l'État joue avec le feu, parce que c'est aussi un territoire qui est en plein processus de paix politique. Voilà, et l'État joue avec le feu en organisant ce G7 ici de cette manière-là par ailleurs. Voilà. Et il faut dire que ce sommet, d'une certaine manière, est illégitime, d'une certaine manière. En tout cas, on lui attribue aucune légitimité. Et c'est pour ça que ça s'appelle un contre-G7. On considère que ce G7 est illégitime. Ouais. Et qu'en fait, ça n'est pas aux 7 pays parmi les plus riches du monde de décider de l'ordre du monde entier. Et que normalement, ça devrait se décider dans une instance de régulation multilatérale avec l'ensemble des pays du monde, prenant en compte la diversité des peuples. C'est pas du tout ce qui est... Ce G7, en fait, ça va être quoi? Ça va être une grande vitrine des politiques menées par les 7 chefs d'État. Ouais. En fait, des politiques capitalistes de plus en plus brutales, qui sont ultralibérales, autoritaires, racistes. Et nous, ce qu'on veut montrer face à ça, c'est que d'abord, il y a des mouvements sociaux d'ampleur qui s'élèvent contre ces politiques-là. Et puis aussi que nous dessinons déjà notre monde par nos alternatives et qu'il est hors de question qu'on nous enferme dans un choix qui serait soit le superlibéralisme, l'ultralibéralisme de Macron, Trudeau, etc., soit la droite xénophobe, autoritaire et hégémonique de Trump. Et évidemment, nous, on veut tout à fait autre chose. Et il faut aujourd'hui tout à fait autre chose face à l'urgence écologique et sociale. Ouais. Et alors très concrètement, qu'est-ce que cela implique à Biarritz? Il me semble qu'il y a effectivement des entraves à la circulation, que les populations en général sont impactées et que les personnes vulnérables le sont encore plus. Et d'ailleurs, il y a même, si j'ai bien compris, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un groupement de gens solidaires qui s'organisent pour justement aider lors de tous ces événements-là, les personnes qui, par exemple, ont du mal à se déplacer, etc. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande solidarité. De toute façon, on a construit ce contre G7 avec les mouvements basques, contrairement au G7. Donc, en fait, il y a une grande solidarité entre les mobilisations qui vont se tenir et la population, je pense. Ouais. Et ça, c'est également un beau signe de voir lors justement d'un moment de crise, pourrait-on dire, parce que c'est comme ça que nous on pourrait l'appeler, ce sommet-là, eh bien ce surgissement non seulement d'un esprit critique, d'une volonté commune de sortir de cette impasse-là, cette volonté de construire et non pas seulement de dire de dénoncer des choses, mais très opérationnellement de construire des choses alternatives. Et ce surgissement de toutes ces solidarités, c'est également un très beau signe. Qu'en est-il des médias en France? Est-ce qu'ils relayent justement ce côté-là, ou est-ce qu'ils se cantonnent à être alarmistes et puis à mettre en place, cette espèce de voyeurisme sur une violence potentielle également? On va le voir. On va le voir. Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que dans les dernières manifestations en France, ce qui a été beaucoup montré, c'est ça a été instrumentalisé par les médias et le pouvoir d'État. On montre les violences. Voilà, et par contre, on ne parle absolument pas des revendications de fond qui sont très fortes, une colère énorme de la population française contre ce gouvernement. Oui. Quand même, il faut voir qu'Emmanuel Macron accueille ce G7 avec un objectif affiché qui est celui de la lutte contre les inégalités.
alors qu'on a un chef d'État ultra-libéral qui est en train d'abattre un à un tous les mécanismes de solidarité en France. Mais vraiment, enfin, c'est des réformes catastrophiques du point de vue social. Il vient de décider d'une redistribution fiscale hallucinante vers les plus riches, vers les ultra-riches. Et il ose mettre comme objectif la lutte contre les inégalités. Et ces 7 chefs d'État, il faut savoir que dans ces 7 États, les inégalités sont en train de s'approfondir par leur politique, du fait de leur politique. Et ils osent afficher cet objectif-là. Donc il est hors de question pour nous de laisser faire ça. Oui. Très bien, très bien. Il y a eu donc ces temps-ci, et d'ailleurs de notre côté, on essaye de s'impliquer là-dedans, l'affaire entre guillemets Vincenzo Vecchi. Selon toi, est-ce qu'elle a un lien direct avec l'agenda politique et notamment ce sommet du G7, puisque lui-même avait participé et a été condamné lors du G7 à Gênes en 2001 et qu'il a été arrêté le 8 août passé, qu'il est actuellement emprisonné en attente d'une éventuelle extradition en Italie où il purgerait une peine de plus de 10 ans de prison, de quasiment 12 ans de prison. Mais je crois que ça fait partie, c'est encore un exemple significatif de cette politique de répression qui est faite contre toute voix qui s'élève contre ces chefs d'État et les politiques qu'ils mènent. Le problème, c'est qu'ils ont un capitalisme de plus en plus inégalitaire, brutal, qui produit de plus en plus de dégâts, et la population s'en rend compte. Et donc, du coup, pire sont les conséquences, et plus ils ont besoin de museler la population et les mouvements qui s'élèvent contre ça. Et donc, évidemment, on va jusqu'à ce type de décision contre un manifestant, et on essaye de faire peur, ils essayent de nous faire peur et de nous faire taire. Et en fait, dans ce contre G7, nous ne nous tairons pas. Au contraire, on va essayer de dire le plus fort possible. On va essayer de dénoncer le plus fortement possible les dégâts des politiques et d'exprimer aussi le plus fortement possible le fait qu'il y a des alternatives aujourd'hui. Ouais. Est-ce que selon toi, justement, ces doubles standards qui ont cours de plus en plus et qui sont de plus en plus brutaux permettent d'une certaine manière à ce que le phare tombe, le phare cesse et que les réalités apparaissent toutes crues comme elles sont et que les gens en prennent de plus en plus conscience, et pourrait-on imaginer que de plus en plus ces agapes annuelles du G7 finissent par cesser, qui sait? Ces bagarres annuelles du G7, oui. Alors après, nous, d'abord le G7, il faut bien capter que c'est plus le directeur du monde que c'était. En fait, c'est surtout une grande vitrine et que les grandes décisions, elles se prennent ailleurs aujourd'hui. Elles se prennent pas au G7 en fait. Elles se prennent dans des accords bilatéraux de libre-échange. Elles se prennent, souvent d'ailleurs dans des relations bilatérales entre grands chefs d'État. Mais ce qui n'est pas mieux. Et donc nous, ce qu'on réclame vraiment, c'est cette régulation multilatérale démocratique fondée sur la solidarité entre les peuples, fondée sur l'écologie, fondée sur le traitement digne des migrants et leur accueil et leur libre installation et circulation. Donc toutes ces revendications, si vous voulez, on les c'est aussi l'idée que, en fait, face aux grands enjeux, il nous faut absolument cette régulation internationale. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est altermondialiste. On s'est jamais présenté comme anti-mondialiste. Alors, quand est-ce que, après, ça c'est évidemment quelque chose qui prendra beaucoup de temps. Mais c'est sûr que pour nous, du coup, ces G7 sont complètement illégitimes. De la même façon que le bilatéralisme qui est en train de se mettre en place l'est aussi, comme le sont les guerres commerciales qui s'approfondissent, etc. Et donc, il est urgent, effectivement, de construire cette régulation multilatérale et démocratique qui, aujourd'hui, n'existe pas, puisque vous citiez le FMI, le Fonds monétaire international, etc., qui sont autant d'instances qui sont non démocratiques et qui représentent pas les peuples et la diversité des nations. Mais aussi qui ne sont absolument pas fondés sur le respect des droits humains fondamentaux. D'accord. Encore, Aurélie, si tu as encore 2-3 minutes, j'aurai encore 2 petites questions. Ouais. Oui. Alors, revenons au contre-sommet à proprement parler. Selon toi, que doit-il en sortir? Est-ce qu'on peut imaginer, justement, qu'il y ait là cette convergence, mais qu'après, elle débouche sur quelque chose d'extrêmement concret, de durable, de permanent? Alors,
Oui, très concrètement, on va avoir une clôture, un temps de clôture le vendredi soir, avec une déclaration finale qui sera travaillée tout au long des jours de conférences débat, avec des représentants de mouvements basques et hexagonaux internationaux. Et on va en sortir d'abord un texte qui dise ce qui ressort de ce contre-sommet, mais aussi des dates de mobilisation dans les mois à venir. Parce que ce qu'on espère faire de ce contre G7, c'est aussi un grand temps de mobilisation pour la rentrée sociale militante au Pays Basque et en France et aussi à l'international d'ailleurs. Donc on va ressortir ensemble avec ces grands temps de mobilisation. Mais évidemment, je peux pas vous les dire maintenant puisque ça va dépendre aussi des débats qu'on aura durant toutes ces journées voilà. Ouais. Et alors, toutes ces organisations présentes, est-ce que l'organisation en soi est compliquée? Est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'il y a encore moyen? Vous lancez encore des appels à se solidariser? Ou est-ce que vraiment ça fonctionne bien et ça avance? On a un énorme besoin encore de bénévoles. Oui. Et oui, la préparation a été très compliquée. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement parce que l'État nous a mis des bâtons dans les roues depuis le début et qui font tout pour qu'on ait un contre-sommet qui soit le plus compliqué possible, le plus dur à organiser possible. D'ailleurs, au départ, ça devait être à Bayonne. Nous voulions que ce soit sur Bayonne. Ça nous a été interdit et on a été relégué à Hendaye. Donc les conditions sont maintenant réunies pour que ça se passe bien à Hendaye, Irun et Irun. Mais c'est clair que on a eu d'énormes difficultés à monter ce contre-sommet. Et voilà, là aujourd'hui on est très heureux parce que malgré toutes les barrières qui nous ont été, toutes les barrières qu'on a eues pour organiser ce contre-sommet, on estime qu'aujourd'hui, on a réussi notre pari déjà à l'avance parce que on a une très grande richesse de programmes et voilà, avec un camp qui va être tenu pendant une semaine, avec la manifestation, avec des actions de désobéissance civile. Donc on considère aujourd'hui que malgré tout ça, on va réussir un contre-sommet riche et ouvert. Voilà. Très bien. Donc effectivement, on peut le dire, encore une recherche de bénévoles et que les personnes qui souhaiteraient y participer peuvent vous contacter via les sites que j'ai nommés Alternative au pluriel G7.org. Et G7S. Il est toujours temps de se proposer comme bénévole, même en arrivant. Il y a un point sur le camp, il y a un point en Ficoba pour être bénévole. Donc bienvenue. On a besoin en tout cas de gens, effectivement. Très bien. Et pour aider. Pardon, ouais. Et alors pour en terminer, voilà, comment ça se passe, les personnes de passage, les personnes qui vont venir d'un petit peu partout, comment peuvent-elles être hébergées? Est-ce qu'elles regardent un peu ou est-ce que sur les sites on trouve déjà des conseils, des recommandations? Alors sur Alternative G7 et sur G7S, vous avez tout ce qu'il faut. Logistique, d'abord il y a le camp, donc voilà. Si jamais il y a des besoins particuliers d'hébergement en dur, pour X raisons, il y a une adresse email, mais sinon il y a le camp, vous pouvez venir planter votre tente comme vous le souhaitez. Il y a des repas organisés, il y a tout ce qu'il faut de sanitaire, etc. Donc bienvenue sur le camp, voilà. Et il y a toutes les informations qu'il faut, logistique, etc. Le programme sur les 2 sites que vous avez cités. Ouais. Et alors, à la veille justement de l'installation du camp alternatif et à la veille de ce contre-sommet, vous, au sein de l'organisation, comment vous vous sentez? J'imagine que d'une part, vous êtes quand même un peu fatigué, et puis d'autre part, vous êtes dans une tension et dans une volonté justement de dire, de faire. Eh bien, vous avez très bien résumé notre situation actuelle. Voilà, on est très fatigué, mais très heureux de tenir ce contre G7. Très bien, très bien. En tout cas, Aurélie, du coup, on va pas te prendre plus de temps. Je te remercie énormément de ton intervention. On va peut-être encore rappeler. On va rappeler donc les sites alternatives avec un S, g7.org, ensuite g7s.eus. Donc ça, ce sont les 2 sites pour le contre-sommet. Le calendrier, c'est du 19 au 20 août l'installation du camp alternatif, du 21 au 23 le sommet des alternatives. Donc on l'a dit, à Hendaye, à Irun et encore à Irun, voilà, avec les conférences, les ateliers, des expos, des performances, etc. Le 24 août à 11h, la grande manifestation contre le G7 et pour un autre monde, ça c'est à Hendaye. Ouais. Et pardon? Oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Et le 25 août, à partir de midi, zone arc-en-ciel, donc l'opération de désobéissance civile sur les 7 lieux encerclant la zone de restriction de circulation autour de Biarritz. C'est bien ça? Tout à fait.
Voilà, vous avez très bien résumé. Bon, voilà. Alors merci encore beaucoup Aurélie, et puis j'espère qu'on pourra faire un point, soit lors, je sais pas, y aura-t-il un point chaque jour pour les personnes qui malheureusement ne peuvent pas converger, mais qui, eh bien voilà, vont peut-être produire des actions décentralisées de solidarité, de visibilisation un petit peu partout ailleurs. Bah écoutez, oui, si ça se passe, on en sera très heureux, c'est bienvenu, voilà. Merci beaucoup, et puis j'espère que tout va bien se passer, et bon courage pour la suite des opérations. Un grand merci, au revoir. Au revoir. Libre Radio noctambule, au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages se dissimulent brasier, tumulte et sédition. Libre Radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org